Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour du lundi au vendredi dès 10h sur France 3 Grand Est. Alors à l'honneur aujourd'hui, Valérie Roch, elle a créé un magazine scientifique pour les 8-12 ans, les cogiteurs. C'est un mensuel pour rendre la science accessible aux enfants. Notre chroniqueuse Edwige Réau s'intéressera à une des passions de notre invité, la musique, et plus particulièrement au violoncelle. Où ça? Eh bien à Mirecourt, en Lorraine. Et puis nous terminerons avec Éric Vial, avec ses spécialités régionales, comme chaque semaine. Aujourd'hui, il a choisi, oui, pourquoi pas, l'ail noir. Mais pour le moment, place à notre invité formidable. Bonjour Valérie Roch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui notre invité formidable sur ce plateau. Alors avant de présenter votre parcours, votre actualité, on va regarder ces images de votre ville de naissance, Nice. Loin de la région Grand Est, Nice. Qu'est-ce que ça vous rappelle, Nice? Ça me rappelle l'odeur du mimosa. En plus, c'est la fin de la période. Ouais. Juste devant la fenêtre de ma chambre, il y avait un immense mimosa. Bon, là, vous avez de l'ail à côté. Hein, mais vous me parlez du mimosa. Le mimosa, c'est génial, le mimosa. Oui. J'adore ça. C'est vrai. Pour moi, l'odeur, c'est vraiment lié à ces moments, à ces années d'enfance. Vraiment très insouciante lorsqu'on est encore en maternelle. On ne se soucie de rien, juste de s'amuser dans la vie. Vous êtes resté jusqu'à quel âge à Nice? Jusqu'à mes 7 ans. 7 ans. Et puis après, vous êtes allé à Épernay? Il y a eu d'autres villes avant, et puis à Épernay, depuis combien de temps? Depuis bientôt 13 ans. Depuis 13 ans, alors on va voir, on voit évidemment la plus belle avenue au monde, c'est comme ça qu'on le dit, hein, généralement, mais presque la plus chère. Plus belle aussi pour nous, enfin voilà. Celle où on boit le mieux, je pense. Voilà, mais la plus chère, avec toutes les maisons de champagne, évidemment le nombre de bouteilles. Ça, c'était pour vous, c'était pour commencer l'émission. Votre parcours, licence d'anglais, diplôme d'assistante sociale. Vous avez fait aussi un master pour gérer des établissements médico-sociaux. Aider les autres, c'est ça? Sûrement. Toujours? Je ne sais pas si c'est aider les autres ou avoir envie d'aller les rencontrer. Ouais. Et puis d'apprendre d'eux. Parce que... Un échange. Un échange. Et puis échanger, apprendre d'eux et puis passer un moment de vie avec ces personnes-là. Ouais. Je trouve ça toujours extraordinaire. Mais les aider aussi, évidemment, quand vous êtes assistante sociale. Et puis à un moment, il y a eu ce confinement aussi, où on a tous un peu cogité. Justement, les cogiteurs, c'est le nom de votre société. Et puis après, le nom du magazine aussi, mais le nom de la société. Et vous vous êtes dit... Pourquoi ne pas créer justement des magazines, une société pour créer des magazines pour enfants, mais des magazines de science? Alors, création des magazines, création déjà de la société, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, c'est ça à peu près? La société, ça fait même pas 6 mois qu'elle a été créée. Oui. Mais je travaille sur le projet depuis le mois de septembre 2021 déjà. Ouais. Ça passe très vite. Ouais. Et puis donc, vous avez créé ces magazines. Alors, c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça, évidemment. Créer la société, après ces magazines qui ont... Le premier, il est sorti un peu avant Noël, petit cadeau. C'était ça. Voilà, c'est ça. C'était juste pour pouvoir le mettre sous le sapin. Voilà, et c'était pour tout le mois de janvier, en fin de compte. C'est celui, parce qu'il y en a un, c'est un mensuel. Et avec des expériences aussi, c'est ça qui est chouette, parce qu'on attend... On se rappelle, nous, avant, de certains magazines qu'on avait avec des petits jeux à l'intérieur. Là, maintenant, c'est vraiment avec une expérience, et c'est à faire en famille. C'est à faire en famille, les plus jeunes avec les enfants plus âgés. C'est un magazine pour les 8-12 ans. Et ce qui je trouvais très important, c'était qu'il y ait un kit pour qu'on puisse faire les expériences. Ce qui permet comme ça aux enfants de découvrir, de manipuler. Et moi, je suis persuadée que c'est parce qu'ils vont manipuler qu'ils vont comprendre. Ouais, on comprend mieux, évidemment. Et les parents peuvent comprendre aussi plein de choses. Bien sûr. Ou réapprendre peut-être. Donc ça, c'était le premier. Ça, c'est votre bébé, ça? Oui, c'est le premier, celui-ci. Oui, je l'ai écrit pendant les vacances du mois de juillet. J'étais avec mes enfants. Ouais. Et tous les matins, je travaillais dessus. Bon, et avec une expérience, le bicarbonate de soude, évidemment, qui est à l'intérieur. On va expliquer tout ça, parce que vous allez nous faire une petite expérience. Mais oui. Sur ce plateau. Bon. On va voir si ça marche vraiment, c'est ça? Allez, on va voir. Avec un ballon. Avec un ballon, parce qu'on va faire des expériences sur l'électricité prochainement. Donc sur le pull, on fait ça avec un ballon, voilà. Oui, on peut le faire aussi sur ses cheveux. En fait, je suis en train d'arracher des électrons au ballon. D'accord. Arrachons. Voilà. Alors voilà, Eric vous aide. Et puis j'ai un morceau de sac plastique. C'est tout bête. Et à lui aussi, je lui arrache des électrons. Et alors on va voir le résultat. Mais oui, parce qu'en électricité, il y a un principe, c'est que les opposés s'attirent et que lorsqu'on est pareil, eh bien on se repousse. Et donc, oui. Eh oui, on le voit. On colle à ma main. Mais... On le voit.
Ouais, ouais. Moi aussi, je suis chargée. Donc voilà. Voilà. C'est à faire justement à la maison ou entre les enfants avec des copains à la maison. Ça peut être sympa. Oui, C'est vrai, tout à fait. c'est vrai, pour expliquer. Et on explique un petit peu tout le mécanisme, justement, et de la science. Est-ce que c'est compliqué, justement, par rapport au thème, à choisir, d'expliquer chaque fois que vous choisissez, vous êtes à combien? Vous êtes toute seule ou vous avez toute Alors, une équipe avec vous? On est une équipe. Alors, je travaille avec des enseignants. Ouais. C'est avec eux que j'ai commencé à tester les expériences pour voir ce que ça donne avec les élèves et aussi avoir l'avis des enseignants sur le côté pédagogique de ma démarche. Et puis, je travaille avec un chimiste de formation, un professeur de physique-chimie de lycée qui fait plein d'expériences avec ses élèves. Donc, et donc, ensemble, eh bien, on réfléchit au thème. Donc, par exemple, si je reprends l'électricité, on a plein d'expériences qui se rapportent à l'électricité. Quelle expérience on va pouvoir envoyer dans une enveloppe avec le magazine? C'est déjà une première sélection. Et puis, quelle expérience va expliquer ce qu'on a envie de mettre en avant? Et toutes les expériences sont expliquées aussi à l'intérieur. Hein. Donc, c'est vrai, je dis avec les parents, avec les grands-parents, on peut vraiment, pour les plus petits, ou pour les 8-9 ans, mais après, ou les grands frères ou les grandes sœurs, et on le fait vraiment à la maison. Ça peut être intéressant, il y a toutes des explications. Et ça se garde. C'est-à-dire que ça ne jette pas au bout d'un... Non, ça se garde. Franchement, ça se garde. Et puis, c'est sans écran aussi. Ça, Ouais. c'était la volonté que les enfants n'aillent pas regarder peut-être le déroulé de l'expérience sur un écran. Non, l'idée, c'est qu'ils regardent, qu'ils s'interrogent et qu'ils fassent, et au lieu d'avoir les yeux rivés encore sur un petit truc. Donc, trouvez les thèmes. Vous êtes bien entouré avec des spécialistes aussi autour de vous. Une deuxième expérience, évidemment. Mais oui. Parce que celle-là, je crois que c'est l'expérience favorite des enfants. Ouais. Parce qu'on peut créer du gaz. Alors, expliquer aux enfants ce qu'est un gaz, c'est compliqué, puis ça ne se voit pas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je leur explique que je vais fabriquer du gaz, et comme il va être emprisonné, on va le voir. Il y avait quoi dans le ballon alors Le ballon. Donc, et voilà, vous voyez. Et le ballon gonfle. Et le ballon va se gonfler, ce qui prouve qu'on est vraiment en train de créer du gaz. Sinon, le ballon resterait... Alors, qu'est-ce qu'il y avait évidemment dans ce ballon? C'est le mélange traditionnel acide citrique et bicarbonate de soude. Ouais. Un mélange qu'on peut utiliser pour faire plein d'expériences différentes pour démontrer des choses différentes aussi. Donc là, ça montre qu'on va créer du gaz. On peut créer du gaz d'une autre façon et montrer d'autres principes actifs. Enfin, actifs. Parce que je pense à des petites fusées. On peut aussi le mettre dans de liquide vaisselle. Ça va faire de la mousse. Enfin, voilà. Bon, ça, on va les retrouver dans les prochains, évidemment, parce qu'il y a plein d'idées. Et je pense qu'il y a déjà tous les prochains magazines qui sont dans la tête avec des expériences qui sont dans la tête. Illustrations. C'est Pascal Regnault, qui est un dessinateur de BD qui habite à Épernay. Voilà. On a eu la chance de se rencontrer. Et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que ses dessins sont magnifiques et il sait parler aux enfants. Alors, les enfants, justement, sont intéressés par... Alors là, vous vouliez terminer cette expérience. Le ballon gonfle un tout petit peu. Gonfle un petit peu. Voilà. Donc, et il y après... a production de gaz. Et en fait, le gaz qu'on a créé, c'est du dioxyde de carbone. Oui. Et ce gaz est plus lourd que l'air. Donc, en fait, c'est vraiment dans l'explication avec les enfants, c'est de leur dire, bien, il y a du gaz qui est plus lourd que l'air. Alors là, ils ont du mal à comprendre. Si on leur dit, eh bien, c'est l'inverse des ballons gonflés d'hélium, qui sont plus légers que l'air. Ouais. Et après, je verse le gaz, le dioxyde de carbone étant plus lourd, je peux le verser dans mon verre. Et normalement, j'ai assez pour 3 bougies. D'accord. Et voilà, incroyable. Et je leur montre que c'est vraiment plus lourd parce que souvent avant, j'explique que la flamme a besoin d'oxygène pour pouvoir brûler. Et là, il n'y a plus d'oxygène parce que je mets le dioxyde de carbone. Bon. C'est totalement magique pour eux, mais c'est de la science. Donc, des expériences en tous les cas, et pour les enfants, ça les intéresse. Ça les intéresse aussi dans les écoles, pour les professeurs aussi. Hein. Les maîtres et les maîtresses sont contents. On regarde justement quelques images. Pourquoi les petits flacons se sont transformés en fusées? On a pu faire l'expérience tous ensemble et puis qu'on a pu mélanger le bicarbonate de soupe avec du vinaigre et puis qu'on a pu le retourner et puis après ça a provoqué une explosion à cause du gaz qui s'est rempli dans le tube. Il a eu beaucoup de force, donc en fait il a tiré le bouchon et puis après il a décollé.
Est-ce que cette expérience-là, tu vas la refaire chez toi? Oui, mais je vais essayer de trouver des matériaux plus gros. Bon, des matériaux plus gros. Il veut. Il y en a un déjà qui Ils ont tout compris en tous les cas sur les expériences. Ils sont intéressés. Il y a même le bicarbonate de soupe. Voilà, exactement. Oui. C'est difficile à dire aussi. C'est Oui. difficile à dire. Alors justement, le bicarbonate, il est dans le premier qu'on a pu. On peut les acheter si on en a loupé, par exemple, le premier. Oui, il suffit peut d'envoyer un. Oui, on peut encore commander. Il faut le demander. Bon, on les commande sur Internet. Uniquement sur Internet. Sur Internet. Sur le site lescogiteur-science. Et on peut en acheter 1, 2. On peut continuer tous les mois. Il n'y a pas d'abonnement, par exemple, à l'année? Il y a des abonnements à l'année, il y a des abonnements tous les mois sans engagement. L'idée, c'est que les personnes découvrent. Donc, il y a 3 mois de découverte, 3 mois de magazine, tous les mois sans engagement, carrément 1 an. Bon, il y en a un qui est sorti, on l'a dit, fin décembre, mais pour tout le mois de janvier, un autre au mois de février, puis là, le tout dernier qui est sorti, donc le 3e, début du mois de mars. Alors, évidemment que vous travaillez avec toute votre équipe autour. On a parlé du graphiste aussi, graphiste et illustrateur tout à l'heure. Et vous avez besoin de temps en temps de souffler un peu. Et quand je vous ai demandé où vous aimiez vous ressourcer dans la région Grand Est, vous m'avez dit Châtillon-sur-Marne, la statue du pape Urbain II. Donc ça, c'est pour vous. On va la voir. Voilà, elle est pour vous. Alors pourquoi ce lieu? On a une vue très dégagée lorsqu'on est là-bas et j'aime beaucoup l'astronomie. Et en fait, lorsqu'il y a des éclipses ou lorsqu'il y a des comètes, récemment il y avait une comète, c'est des endroits où on peut aller observer le ciel en étant en hauteur et en ayant une vue dégagée. Bon, la science a toujours été quelque chose qui vous a intéressé étant jeune? Oui, je me souviens que mes parents m'avaient offert la boîte de chimie, comme beaucoup d'enfants. Oui, tout à fait. Boîte de chimie ou de magicien, généralement c'est comme ça aussi. Je crois que j'ai eu les deux. Vous avez eu les deux. Et ça, c'était quand même une passion. Alors, il y a d'autres passions que vous avez. Il y a l'escalade, 5 heures par semaine quand même. Oui, ça fait beaucoup, en fait, je suis en train de me dire. Eh ben ouais, pas mal. Mais aussi la musique, le piano, le violoncelle, la guitare, la flûte. Alors, notre chroniqueuse Edwige Réau, qui s'intéresse justement à notre invité régulièrement pour sa rubrique, eh bien, elle a décidé de vous emmener à Mirecourt, en Lorraine. Pourquoi? Pour parler justement du violoncelle. Bonjour Edwige. Alors Edwige, oui, notre invité aime le violoncelle et dans le Grand Est, il y a une ville associée à la lutherie, évidemment, Mirecourt. Vous nous y emmenez tout de suite? On y va? Allez, on y va. Je vous emmène à Mirecourt. Mirecourt, c'est une petite ville, 6000 habitants. C'est dans les Vosges, en Lorraine. Oui, mais c'est une petite ville, mais elle est considérée comme la capitale de la lutherie en France. Il y a une école de lutherie de renommée internationale, un musée de la lutherie et de l'archéterie française, 2 établissements qui fêtent d'ailleurs leurs 50 ans cette année. Il y a aussi une dizaine d'artisans luthiers qui est installé dans la cité vosgienne. Alors, ils fabriquent des instruments de musique et des archers traditionnels qui sont très prisés à la fois par les amateurs que par les professionnels. Vous connaissez? Oui. Des artisans qui perpétuent une tradition d'excellence qui remonte à plus de 400 ans, un savoir-faire que les ducs de Lorraine auraient rapporté de leur voyage en Italie à la fin du XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est la Renaissance, c'est aussi l'époque des grands maîtres italiens de l'école de Crémone. Le plus connu, c'est Antonio Stradivari, qu'on appelle aussi Stradivarius. Il reste la figure la plus célèbre de cette école. Alors, au fil des décennies, la lutherie prend un essor considérable à Mirecourt. En 1920, 700 personnes travaillent dans ce secteur. Puis l'activité, elle ne cesse de décliner jusqu'en 1970. Mais 1970, c'est l'ouverture de l'École nationale de lutherie cette même année. Et c'est ça qui va relancer l'artisanat à Mirecourt. Alors, évidemment que cette école est réputée dans le monde entier. Exactement, tout à fait. Chaque année, il y a une petite dizaine d'étudiants chanceux qui est sélectionnée parmi une centaine de candidats pour aller étudier. Alors, la formation post-bac, elle dure 3 ans. Au départ, les étudiants, ils étaient tous français. Mais depuis une petite vingtaine d'années, ils viennent du monde entier. La formation, elle met vraiment l'accent sur la réalité du métier, parce que luthier, c'est davantage un métier technique qu'un métier créatif. On est plus dans l'imitation que l'invention. Un bon luthier doit apprendre à reproduire fidèlement un modèle d'un grand créateur. Quand je dis fidèlement, c'est au millimètre près. Pour obtenir son diplôme, chaque étudiant doit ainsi fabriquer 2 violons ou violoncelles d'après un modèle existant de son choix. Et pour y parvenir, il faut donc photographier l'instrument sous tous les angles, prendre toutes les mesures et se référer à ses relevés pour fabriquer l'instrument.
Et tous les diplômés de cette prestigieuse école, il faut le savoir, ils trouvent du travail à l'issue de leur formation, même si la réalité du marché n'est pas toute rose. Ça vous aurait plu, Valérie, d'intégrer cette école? Ah ouais, En fait, lorsque j'ai commencé à jouer du violoncelle, je devais avoir 10 ans. Et je m'étais interrogée parce qu'il y a une formation dès la 4e. Et je m'étais interrogée si pour pouvoir la faire ou pas. Donc je m'en souviens très bien de ce moment d'incertitude, parce que j'aime beau aussi. Travailler le bois, c'est magique. Et puis réussir à fabriquer un instrument, quelque chose qui vibre. Quand on fait du violoncelle, on l'a sur soi, donc on vibre avec l'instrument. C'est quelque chose. C'est pour vous, en tous les cas, cette rubrique, cette chronique. Alors on va écouter cet instrument primé dans un concours international en mai dernier, justement, les violoncelles. Et d'ailleurs, un violoncelle créé par des étudiants de l'école vient d'être primé. Mais c'est ça, un instrument qui a été créé par ces étudiants, par 8 étudiants. Je vous propose tout de suite de l'écouter, cet instrument. Philharmonique de Paris. Là, ce que vous avez entendu, c'est un extrait du prélude de Bach, joué par un jeune virtuose polonais de 19 ans. Et c'est pour lui que ce violoncelle a été fabriqué. 1 an de travail, 600 heures en dehors des cours pour créer, ou plutôt recréer, la réplique d'un violoncelle datant de 1710. Alors, c'est une association qui a acheté le violoncelle 8 000 € pour l'offrir à ce jeune musicien polonais qui n'avait pas les moyens de se l'acheter. Le violoncelle sera à sa disposition pendant 1 ou 2 ans pour qu'il puisse développer son talent, et après il ira à quelqu'un d'autre. En tout cas, cette belle récompense est une preuve, s'il en était besoin, que l'école de Mirecourt est vraiment l'une des meilleures au monde. Et belle initiative, évidemment. Alors à Mirecourt, il y a aussi le musée de la lutherie et de l'archéterie française. Oui, exactement. Et ce musée, il fête ses 50 ans cette année. Et à l'occasion de ce demi-siècle, il y a une exposition exceptionnelle qui est organisée jusqu'à la fin de l'année. La fabrication de la musique, c'est le nom de l'événement. Elle présente les plus grandes acquisitions du musée, des instruments vieux de plus de 200 ans, comme le violon du célèbre luthier Nicolas Lupeaud, qui est décoré de fleurs de lys. D'autres instruments à cordes sont présentés en pièces détachées. Alors ça permet aux visiteurs de mieux se rendre compte de comment ils fonctionnent. L'exposition, elle s'intéresse au processus de fabrication des instruments, notamment au savoir-faire qui est transmis de génération en génération, puisqu'on parle bien d'instruments traditionnels. Alors, l'exposition, elle s'adresse à tous, que vous soyez mélomane ou néophyte, grâce aux ateliers interactifs, d'autant plus que le tarif, il est tout à fait abordable. C'est 5 € en tarif plein pour un adulte. C'est gratuit pour les enfants. Une expo qui veut tous nous faire vibrer, parce qu'on écoute tous de la musique, on fabrique donc tous de la musique. Cette exposition, elle est à voir jusqu'au 31 décembre. Et c'est à voir tous, voilà. Tous et toutes, jusqu'au 31 décembre, c'est à voir. Vous irez peut-être voir cette exposition, évidemment. Ça vous a plu? On a parlé d'une de vos passions. Oui, merci beaucoup. Et c'était important. Alors Valérie, on va parler des projets, parce qu'il y a encore des projets. Vous venez de créer justement ces magazines depuis quelques mois, mais il y a encore des projets et d'autres magazines pour des plus jeunes encore. Parce que là, c'est de 8 à 12 ans. Et là, ça serait pour des plus jeunes. Oui, l'idée, c'est de pouvoir proposer des expériences sans danger encore, et bien évidemment, aux enfants un petit peu plus jeunes, où on va être plus axé sur quelque chose de ludique, où on va s'amuser. Ouais. Donc ça sortirait quand à peu près? Eh bien, probablement pour Noël prochain. Pour Noël prochain. Les doigts. Bon, pour Noël prochain. Et puis il y a encore aussi d'autres idées, des escape games scientifiques pour organiser des anniversaires. Oui, et bien là, c'est pour que les parents puissent acheter le kit. Et dedans, ils ont de quoi organiser un anniversaire avec une aventure, des expériences à réaliser pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et bonne idée. Réussir, Et ça, prévision? Noël, avant Noël. Ce serait bien Noël aussi. Bah oui, beau cadeau. C'est dangereux. Il n'y a rien qui est dangereux. Non, on travaille vraiment pour que les expériences soient sans danger. Et là, vous êtes entouré de toute façon aussi de scientifiques aussi pour faire très attention, et des enseignants pour faire attention. Évidemment, si on prend du produit, si on veut prendre du bicarbonate de soude et se le mettre frotter dans les yeux, c'est sûr que ça va faire mal. Mais normalement, un enfant de 8 ans ne va pas avoir ce genre de réaction. Il faut que les parents soient là avec, évidemment. Et puis, il y a les règles de sécurité qui sont expliquées, bien évidemment, dans le magazine. Évidemment. Il y aura des ateliers aussi, ça vous y pensez, des ateliers enfants-parents. C'est plutôt intéressant. Oui, alors on a fait le premier atelier début mars en région parisienne pour tester, voir si les gens étaient contents, étaient conquis. Visiblement, ça a beaucoup plu, donc
il va falloir trouver maintenant des animateurs pour les ateliers et puis pouvoir reproduire cela dans différents lieux. Bon, c'est plutôt pas mal. Et donc, on en a parlé, de ces magazines, les Cogiteurs. J'ai celui de fin décembre et janvier. Et puis, il y a aussi celui de février. Je ne sais pas si on l'a vu à l'antenne. Il y a celui de février. Et puis, il y a celui qui est sorti, évidemment, début mars. Il y a un métier que vous auriez voulu faire. Justement, on en parlait de cette école de literie. Vous me disiez que c'était ébéniste. C'est vrai que c'est vraiment un métier que vous auriez voulu faire. C'est encore possible, hein? C'est encore possible. Ouais. Oui, bien sûr, dans 5-6 ans, pourquoi pas, j'espère. Pourquoi pas. Et puis quand je vous ai posé la question sur une icône, eh bien, vous m'avez répondu, regardez sa photo, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, évidemment, 2018, l'homme qui répare les femmes. Un mot sur ce prix Nobel. J'ai eu la chance de l'écouter parler et c'est quelqu'un qui m'a terriblement émue parce qu'il est là, vraiment très humble et il fait quelque chose que peu de gens auraient voulu faire, réparer les femmes. Il se bat contre les violences sexuelles, le viol utilisé comme arme de guerre et il a développé toute une méthode holistique pour accompagner les femmes victimes de violences. Et maintenant, il vient former des équipes en France par rapport à cela. Et je crois qu'il est en train de former différentes équipes un peu partout dans le monde pour prendre en charge les femmes qui ont été victimes de ces violences. Voilà, et bien voilà, il fait partie de votre émission. En tous les cas, il est là en photo. Notre savoir-faire français, c'est toutes les semaines dans cette émission, une fois par semaine, avec notre chroniqueur Éric Vial. Et aujourd'hui, il a décidé, rien que pour vous, de vous proposer de l'ail, mais de l'ail noir. Et oui. Bonjour Eric, vous connaissez l'ail, mais l'ail noir. Savoir-faire français, non, on reste en Grand Est. Grand Est, oui, bien sûr, mais la région, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Alors, vous allez nous parler de l'ail noir. L'ail noir, je vais vous parler de cette nouveauté qui a 4000 ans. Nous partons donc à Guémar chez Hervé Barbizan et Carole Scandella, qui sont pionniers de cette production dans notre région, les seuls à produire de l'ail 100% bio, 100% de l'ail noir, 100% bio, 100% alsacien. Alors, c'est quoi exactement cet ail noir? Dites-nous, est-ce que votre voix, c'est parce que vous avez mangé trop d'ail noir? Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est parce que j'ai pris froid. Trop chanté. Exactement. Contrairement à ce qu'on peut penser, bien l'ail noir, c'est au départ, c'est pas une variété d'ail différente. Il s'agit d'un ail blanc vieilli, ou plus exactement, un ail blanc fermenté. C'est l'un des aliments les plus consommés au Japon et en Corée. Pas tant pour ses vertus d'ailleurs culinaires, mais surtout pour ses vertus médicinales. On voit les images, là, c'est vraiment de l'ail qui pousse dans les champs d'Hervé. C'est, paraît-il, un antioxydant extrêmement puissant, anti-cholestérol. Il protège le foie, le système nerveux, mais surtout, il permet de réduire la tension artérielle. Et en 4000 ans, eh bien, on ne lui a trouvé pour l'instant aucune contre-indication. Donc, c'est quand même un aliment à peu près parfait. Comment ce couple de producteurs a eu l'idée justement de produire de l'ail noir? Hervé Barbizan, qu'on voit là justement à l'antenne, et il est connu déjà dans notre région car il a été le premier à réimplanter la culture du safran dans notre région. Il faut dire que c'est un amoureux de l'Asie, puisque et c'est aussi un amoureux des plantes aromatiques, des condiments. Il a vécu lui-même plusieurs années aux Philippines, au Pakistan, en Afghanistan, et puis pendant le Covid, là encore, eh bien, il s'est dit, je vais trouver une autre activité. Il faisait des escargots, il faisait du safran. Il dit, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Et puis il s'est dit, tiens, je vais voir si je fais de l'ail noir. Donc avec sa compagne, ils se sont lancés justement dans cette culture de l'ail noir. Alors tout n'a pas été simple parce que il a fallu tester les ails blancs qui pourraient pousser dans la région. Ils ont essayé toute variété d'ail différentes. Et puis c'est l'ail de la Drôme. Ça, là pour le coup, c'est une variété qui a bien fonctionné. Donc ils ont décidé de faire pousser cet ail blanc de la Drôme pour en faire de l'ail noir. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne de A à Z. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure sur les images que c'était planté, évidemment. Alors, d'abord, on plante de l'ail blanc classique. Il faut que ce soit bio, car c'est un produit vraiment extrêmement noble. On plante cette ail fin octobre, début novembre. On récolte cette ail fin juin, début juillet. On met les têtes en tresse par lot de 10 et on laisse sécher pendant un minimum d'1 mois.
Ensuite, on blanchit l'ail, c'est-à-dire on enlève les premières enveloppes de la peau. On passe cette ail à la cuisson entre 65 et 75 degrés dans ce qui ressemble donc au petit four qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une cuisson à très basse température. Et c'est parti, attention, pour 12 jours de cuisson, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que l'ail devienne noir. Durant ce processus, l'ail perd tous ses composants soufrés au profit de notes aromatiques, sucrées et de miel. On laisse encore reposer cette ail au minimum pendant 3 semaines. Et voilà, vous pouvez passer à la consommation. Donc, vous voyez, le processus est assez long, assez compliqué à mettre en place, ce qui fait que l'ail noir est un produit particulièrement recherché, hein, particulièrement rare. Pour vous dire, en 2023, on ne produira sans doute dans le Grand Est qu'autour de 330 kilos d'ail noir. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est très rare. Bon, avec toutes ces étapes, hein, ces heures de cuisson, j'espère qu'il est bon. Je vais donner aux copines. Alors, voilà, hop. On va faire passer à Edwige. Vous pouvez l'enlever. Vous avez raison, Valérie. Il faut quand même. Vous voulez pas goûter, vous? Allez, lancez-moi. Vous allez réussir à me lancer, là? Hop. Ouais, Valérie, magnifique. C'est incroyable. Incroyable. Alors, on va le goûter ensemble. Allez, alors, l'ail noir, c'est vraiment un condiment magique. On enlève évidemment les plures, hein, on va tester. qui s'accommode avec tout, de l'entrée au dessert. Voilà. Alors, on le met dans quoi? Voilà. Alors, ça peut... goûtez, ça, vous allez voir. Ça avec des pommes de terre, ça doit être bon aussi. Ça a des notes de miel, de soja, de réglisse, de cèpe, de pruneau d'Agen. Les Asiatiques disent umami. Vous savez, c'est la 5e saveur. C'est ni sucré, ni salé, ni amer, ni acide. On est sur cette 5e saveur qui couronne absolument tout. On est d'accord? Eh ben, au petit déjeuner ou aux 4 heures, c'est très bon. Comment vous le sentez? On dirait un bonbon. Hein. On dirait un bonbon. C'est vrai. C'est un bonbon. Oui. On sent comme du pruneau. On sent... Un pruneau, ouais. On sent le miel. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Ah oui. Oh là là, c'est bon. Pour ceux qui n'aiment pas le pruneau, c'est meilleur même que le pruneau. Ah bah bien sûr, mais on est dessus. Vraiment. Edwige, Hein, comment c'est? Ah oui, c'est délicieux, franchement. C'est délicieux, Valérie. Ah oui. Ben voilà, donc vous voyez, on a perdu toutes ces notes un peu Dans le soufrées. bureau, il faut avoir de l'ail noir maintenant. Avec quoi on peut le mettre? Crème brûlée à l'ail noir, mousse au chocolat à l'ail noir. Non, vous sentez pas. Et non, vous on sent pouvez pas. embrasser qui vous voulez. Oui. Valérie. Attendez. Pardon, mousse au chocolat à l'ail noir? Non, je sens pas. Mousse au chocolat à l'ail noir. Bah oui, parce que c'est la 5e saveur. Vous pouvez C'est tout excellent. en faire. Et ce petit côté sucré, ouais. Tartare de sardine à l'ail noir, Saint-Jacques à l'ail noir, agneau en croûte à l'ail noir. Alors évidemment, les grands restaurants de notre région, ils ont compris que c'était une valeur sûre, cet ail noir de la région. On l'utilise déjà dans les grands restaurants, l'auberge de Lille à Ilha-aux-Hernes, les haras de Strasbourg, la briqueterie de Reims, par exemple. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de belle découverte, véritablement. Alors, moi, j'ai un peu peur. Je me dis, évidemment, avec tant d'heures de cuisson, tant d'étapes, ça doit coûter cher. Évidemment, là, vous avez raison, la tête d'ail noir coûte 160 € le kilo. D'accord, donc ce que j'ai mangé là, c'est ça. Oui. Combien là à peu près? C'est un vrai cadeau que vous avez fait. C'est un vrai cadeau, tout à fait. Ouais. Voilà. Non, mais c'est un produit exceptionnel. Alors, on peut se le procurer des petits pots. Là, j'en ai ramené sur le plateau des petits pots de confit d'ail noir. Ouais. Ça, on peut en trouver à partir de 10 €. L'huile d'ail noir coûte 13 €. On peut même se faire des infusions là. Regardez, des infusions de pelure d'ail noir. Ah oui. Comment ils ont appelé ça les écorces d'ail noir. Donc une petite tisane. Une infusion, oui, parce que je vous ai parlé des vertus médicinales, en fait, qui sont supposées, mais voilà, depuis 4000 ans, on les utilise. Donc, on utilise jusqu'à ça. Donc là, on peut, voilà, ça, et puis il y a de l'huile à l'ail noir, voilà, là, ça coûte 13 €. Donc là, vous voyez, c'est abordable. Il faut dire que quand on produit 80 kilos d'ail blanc, il ne reste au bout du compte que la moitié, 40 kilos d'ail noir. Donc, vous voyez, donc il faut beaucoup produire. Je vois l'huile là, où elle est magnifique, hein, cette bouteille, et je trouve que c'est une super idée de cadeau. On va chez quelqu'un, on est invité, plutôt que un bouquet de fleurs ou... j'adore les fleuristes, hein, il faut continuer avec les fleurs. Et puis les bouteilles de vin, en tous les cas, on arrive avec... Et c'est original. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. Ça vous fait plaisir? Ah oui, moi je trouve ça très très chouette, vraiment. Vrai, et j'ai découvert quelque chose. Mais de l'huile un peu, c'est ça? Et j'ai découvert quelque chose. En tous les cas, c'était très bon.
On le sent encore? Ah non, non, franchement, non, je ne J'aime sens bien pas. que vous faites ça. Bon, je peux revenir avec Valérie, ça vous dérange pas? Elle a l'air bien là maintenant. Ah, depuis qu'elle voilà. a mangé de l'ail noir. Ça a été? Ah, c'était délicieux. C'est Oui. délicieux, hein? On en reprendra un petit peu, hein? Volontiers, On en reprendra un petit peu tout À à ce l'heure. tarif-là, vous pouvez. Eh ben, ce tarif-là, oui. Le reste. Bon, merci en tous les cas de nous avoir fait découvrir cette ail noire et aux téléspectateurs. Alors, on en trouve partout? Ah non. Et non. Et non, bah, là, pour Ah l'instant- oui, donc on peut commander. Ah bah oui, on peut Vous commander. me faites oui. envie, là. Bah oui, bah là, il vient de Guémard. Hein. Eh oui. Voilà. Donc, on On en commande. trouve un peu. On commence à en trouver depuis les années On 2010. va sur Internet, on regarde et on se le fait livrer. Voilà, exactement. Expédié. D'accord? Alors, Valérie, l'écogiteur, on peut le commander aussi là. Et là, c'est sur Internet. On fait sa petite commande, on le reçoit dans la boîte aux lettres. C'est une fois par mois. Le dernier, c'est encore possible. C'était début mars. Et si on veut les autres, on peut aussi. Celui de janvier, celui de février. 13 € par mois, c'est ça? 13,90 € lorsqu'on prend la formule sans engagement tous les mois. D'accord. Et toujours avec une petite expérience à l'intérieur. Toujours de quoi réaliser des expériences. Des expériences et plusieurs expériences, outils d'apprentissage, des kits d'expérience, évidemment. Vous testez aussi, on a vu tout à l'heure dans le reportage, dans les écoles, ça c'est le but d'y aller de plus en plus. On teste dans les écoles. Au début, c'était pour voir ce que ça pourrait donner. Oui, oui. Et puis, il y a un intérêt de la part des enseignants pour avoir des kits pour réaliser les expériences avec leur classe. Ouais. Donc, c'est un projet sur lequel on commence tout juste à travailler. Ouais, et puis bien, bonne publicité en tous les cas dans les écoles, parce que les enfants peuvent, Oui. après les parents Oui. peuvent inscrire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a aussi une chose très importante, c'est que vous êtes sensible aux personnes atteintes de handicap, et donc ça c'est important aussi dans vos magazines. Oui, notamment, alors les personnes dyslexiques représentent quand même 5% de la population. Et il semble important de pouvoir adapter le magazine pour que les personnes dyslexiques puissent le lire le plus facilement possible. Il n'y a pas de remède miracle, ça n'existe pas, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, on a travaillé avec une orthophoniste pour que la mise en page soit adaptée, avec une police de caractère qui a été choisie par un groupe d'enfants dyslexiques qui ont été mes référents. Et on a travaillé toute la mise en page pour que ce soit le moins fatigant pour eux de lire. D'accord. Et ça va continuer évidemment au fil des mois. Mhm. Parce que ça, c'est Oui, ça fait indispensable, partie hein. de l'ADN du magazine. Évidemment. Et puis il y a aussi, on connaît la chaîne TikTok, Oui. on nous en parle régulièrement, on voit plein de vidéos marrantes ou moins marrantes. Et en tous les cas, vous, c'est important aussi. Eh bien, on commence tout juste à mettre des expériences sur TikTok Ouais. pour se faire connaître, pour susciter l'intérêt, la Bon, et curiosité. alors, ça fonctionne? Ça commence à fonctionner. On n'a Ouais. pas encore posté grand-chose, mais on est plutôt content du début. Bon, c'est jamais facile de créer des magazines, on le sait, hein, la presse, évidemment, c'est jamais facile. Mais vous réalisez tout de A à Z. Il y a juste l'imprimeur, évidemment, que vous êtes obligé de prendre, mais autrement, vous réalisez tout de A à Z. Comment, pour le moment, le nombre de ventes, vous êtes satisfaite? Ça va prendre de l'ampleur au fil des mois, on l'espère? Bon, ben, j'espère bien que ça va prendre de Ouais. l'ampleur. On a passé le cap des 200 abonnés fin février, donc on était très contents parce que Ouais. pour le 3e magazine, c'était plutôt encourageant. Ah ouais, ouais. Et les abonnements continuent de se faire Bon. et de se prendre. Et pour arriver après avec évidemment d'autres magazines pour les plus jeunes et puis la boîte d'expérience. Et puis simplement un mot, parce que les magazines sont mis sous enveloppe dans un ESAT. Oui. Donc c'est là où travaillent des personnes en situation de handicap. Et c'est eux qui vont mettre les ingrédients dans les sachets, qui vont mettre et qui vont faire la mise sous pli ainsi que l'affranchissement. Félicitations en tous les cas, félicitations. Allez, on va terminer cette émission parce que ça passe vite avec de la musique, des artistes que vous aimez, que vous appréciez. On commence par Chopin? Oui. Ben oui, pourquoi Chopin? Je pense que... Musicienne, évidemment, là. Oui, je venais de jouer un morceau, Ouais. de travailler un morceau de Chopin dans mes cours de piano. D'accord. Donc ça, vous écoutez toujours. Quand vous réalisez, quand vous écrivez justement votre magazine, il y a du Chopin? Ça dépend dans quelle ambiance je vais me mettre. Ouais. Lorsqu'on est dans l'écriture, justement, la relecture, oui, de la musique classique. Lorsqu'on est dans la création, on met des Ouais. choses un peu plus Ouais, énergisantes. calme, oui. Et puis après, énergisante, évidemment. Allez, on l'écoute. Après Chopin, il y a aussi Red Hot Chili Peppers. Mhm. Ça, c'est pour la création. Oui, Donc ça, c'est la création. Dans un autre style, hein. un Tout à fait. tout autre Et style. là, vous dansez, créant. C'est ça? Vous sautez dans le bureau, un peu partout. Pourquoi ce groupe? Et bien là, je dirais que c'est lié à ma jeunesse, parce que j'avais 15-18 ans et sorti leur album
Sex Magic, Blood Sugar, et voilà. Comme je faisais du violoncelle déjà à l'époque et que le leader du groupe fait de la basse, je suis très sensible aux basses et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ça. D'accord, allez, on les écoute. Souvenir de jeunesse, hein? Souvenir, évidemment. Et puis on finit par Coldplay. Oui. Là aussi, c'est une période un petit peu plus tard, mais Ouais. ça met dans une ambiance aussi où on a envie de planer, peut-être, tout simplement, Ouais. se sentir bien. Allez, on va planer. On va planer, on va se sentir bien. Allez, Pour faire la fête. oui, aussi, aussi. Allez, on l'écoute. Ils ont aussi un tel humour lorsqu'ils font leurs vidéos, leurs clips. C'est génial. Bon, Créativité. de la musique que vous aimez, en tous les cas, c'était pour vous faire plaisir, comme pendant toute cette émission, évidemment, avec, bon, vous avez découvert l'Aïe Noire, ça on ne savait pas si vous aimiez ou pas, mais en tous les cas, c'était C'est une belle une découverte, et découverte, c'est une expérience aussi, Mhm. c'était une expérience aussi. Hein. Bon, en tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, de mettre en valeur aussi vos magazines Les Cogiteurs, parce que c'est jamais facile de se lancer comme ça, c'est vrai, de se lancer, et on donne justement des idées aux téléspectateurs qui ont peut-être des idées dans leur tête, et qui se disent, oh non, moi j'ai peur de me lancer, période peut-être compliquée, voilà, est-ce que je peux me lancer? Eh bien, justement, qu'est-ce que vous avez à leur dire là? Que la seule chose qu'ils risquent, c'est de réussir. Ouais, voilà. Donc Il faut y tester, aillent. Il faut y aller. puis après on rebondit, même si on se plante. Oui. Hein, Et puis c'est ça tout ce qu'on aura appris en se plantant, ça servira pour après. Exactement, exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. Les cogiteurs, évidemment, sur Internet. Merci Valérie Roch d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été notre invitée formidable aujourd'hui sur ce plateau. Merci à Edwige Réau, évidemment, et merci à Éric Vial. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin, dès 10h, sur France 3 Grand Est. Si vous voulez revoir cette émission, si vous voulez revoir aussi les précédentes, c'est possible, il y en a pas mal depuis le début de la saison. Vous allez directement sur France.tv et puis vous avez aussi hashtag VEF. Excellente journée, rendez-vous demain à 10h. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me.